Voilà, donc le titre, c'est la santé intégrative de cette intervention, avec l'idée d'observer de nouvelles perspectives en santé et des expériences inspirantes sur cette question-là de la santé intégrative et puis qu'est-ce que ça recouvre. Donc, pour me présenter rapidement, je suis directrice de l'IFPPC, qui est l'Institut français des pratiques psychocorporelles, et je suis responsable également de différents DU et DIU, le DU d'hypnose et anesthésie qui se fait à Paris Sud et le DIU des pratiques psychocorporelles et de santé intégrative qui se fait à Paris Sud et sur l'île de la Réunion. Et de formation, je suis psychologue, psychothérapeute. Alors, comment je suis arrivée à m'intéresser à la santé intégrative? C'est par la création de ce centre de l'IFPPC. L'IFPPC, donc, c'est un institut, l'Institut français des pratiques psychocorporelles, qui est à la fois qui regroupe à la fois une équipe de psychothérapeutes. Nous sommes des médecins et des psychologues, des infirmiers, de formateurs, des médecins, des psychologues et des infirmiers, et des chercheurs autour de la santé intégrative depuis 2012. En fait, la création de cet espace existe depuis 2012, mais bien sûr que l'intérêt sur cette question existe depuis bien plus longtemps. Ça fait à peu près 25 ans que nous travaillons autour de ces sujets. Moi, je viens majoritairement dans mon travail hospitalier du monde de la prise en charge de la douleur, des centres antidouleurs. Et donc, toute la question de la chronicité, notamment, des patients qui vont avoir des pathologies chroniques liées de la douleur ou même sans douleur, pose la question de l'intégration de pratiques conventionnelles et d'autres pratiques, parce que les patients eux-mêmes vont aller chercher d'autres choses qui peuvent les aider à être soulagés. Et donc déjà, toutes ces questions sont apparues à partir de ce terrain de la prise en charge de la douleur. Et puis petit à petit, de façon plus générale, à la fois pour d'autres indications et à travers tout un travail anthropologique que j'ai pu mener dans différents pays autour justement des équivalents de l'hypnose, des effets de transe, notamment dans d'autres systèmes de santé. Je me suis intéressée à une vision plus globale, à une vision plus intégrative de tous ces aspects-là. Et ça a permis donc de créer différents groupes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui ont eu envie de se rejoindre, de travailler ensemble, de réfléchir, donc des cliniciens, mais aussi des anthropologues, des sociologues et des chercheurs pour que l'on puisse à la fois proposer. Notre centre est un centre de consultation sur Paris et aussi en province, en Eure-et-Loire. On anime des formations un petit peu partout en France et en métropole et hors métropole, et puis à l'étranger également. Et on s'est aperçu effectivement que la recherche était indispensable dans ce domaine pour mieux comprendre, mieux cerner ce qui se passait et puis ajuster justement qu'est-ce qui va être le plus efficace pour ces patients entre le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur de ces pratiques complémentaires. Donc, l'IFPPC est basé sur ces quatre axes-là. D'abord, la clinique, les thérapies. En fait, notre réflexion part vraiment de la clinique. C'est ce qui anime nos formations. Je pense qu'on peut former dans ce domaine à partir de cette activité clinique, la recherche, et puis le think tank, parce que l'intelligence collective, de pouvoir se regrouper, et puis qu'un groupe se reconnecte ou se connecte à d'autres groupes, permet de faire émerger aussi de nouvelles idées et permet de mutualiser, on en parlait rapidement aussi tout à l'heure, mutualiser aussi toute une réflexion autour de la recherche, autour de la formation et autour de la clinique. Donc, tout ce travail-là nous amène à aborder la question de la santé dans le soin, bien sûr, les parcours de soins, mais aussi dans la prévention et comment on peut intégrer des pratiques, comment on peut intégrer des techniques qui nous amènent à un art de vivre et qui peuvent avoir un impact, qui peuvent être un levier à la fois pédagogique et thérapeutique pour amener une personne à être en meilleure santé. Alors voilà notre équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle, puisqu'on travaille
avec beaucoup de chercheurs en France, mais aussi là est présente une partie de l'équipe de recherche en psychiatrie intégrative de Moscou. Il y a l'équipe de Duke, voilà, qui est là aussi, toute l'équipe qui dirige l'enseignement de leadership en santé intégrative. Et puis, voilà, des collègues européens, des collègues parisiens qui se passionnent autour de ce travail de connexion et cette intégrativité des pratiques. Alors, la santé intégrative, moi, j'aime beaucoup ce terme. Il est encore à expliciter, mais j'aime beaucoup ce terme parce que d'emblée, pour moi, il y a les mots les plus importants. Il y a le mot de santé. Et le mot de santé concerne les patients qui peuvent avoir des problèmes de santé et les usagers, les citoyens qui veulent maintenir, qui veulent avoir des leviers pour être dans la meilleure santé possible. Et intégrative, j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas dans l'alternatif, on est vraiment dans comment on connecte, comment on travaille ensemble et comment on connecte des pratiques ensemble pour les potentialiser. Et donc d'emblée, on n'est pas dans l'exclusion, on est dans l'intégration de ces pratiques ensemble. Et puis ça fait écho, et également bien sûr l'intégratif en tant que psychologue, c'est comment on intègre tous les différents aspects aussi en soi, les éléments somatiques, les éléments psychologiques, tous les éléments qui vont pouvoir se connecter et être travaillés pendant un travail soit thérapeutique, soit d'accompagnement même pour un soin. Donc la santé intégrative, elle vient de toute une évolution de langage qui est partie de l'idée des médecines alternatives complémentaires. Ça devient maintenant assez ancien comme terminologie, mais qui sont parties des réflexions de l'OMS et du ministère de la Santé américain, qui au tout début a développé donc un espace au sein de ce ministère sur l'évaluation, la compréhension des MAC, des médecines alternatives et complémentaires. Et puis petit à petit, ils ont glissé vers cette façon de nommer médecine intégrative pour les raisons que j'ai évoquées là. Cette idée qu'on n'était pas dans l'alternatif, c'est pas à la place, c'est en même temps. Et ils ont ensuite glissé vers cette notion de santé intégrative pour intégrer les aspects de prévention et d'autres aspects sur lesquels aussi je vais revenir. On intègre la santé du patient, mais on intègre aussi la santé du professionnel qui va aussi être importante dans ce domaine-là de la santé intégrative. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir de la santé intégrative, c'est on intègre le meilleur des soins de la médecine allopathique et ceux des pratiques complémentaires ou des thérapies complémentaires. Et ça, c'est important parce que pour moi, ça, en tant que clinicienne et même en tant qu'usagée, je trouve que c'est plein de bon sens. Quand il y a un problème, ça n'est pas d'utiliser juste un élément. On est bien content d'avoir des médicaments antidouleurs quand la douleur va être présente. On est bien content quand il y a quelque chose qui se chronicise de pouvoir travailler sur le terrain, sur un travail de posture, sur un travail comme dans le Feldenkrais, ça peut être sur un travail d'hypnose, de méditation, sur un apport de phytothérapie. Mais ensemble, on verra que par exemple la phytothérapie va avoir il y a des études qui vont montrer qu'il y a un potentiel très important dans plein d'indications différentes. Bon, on sait aussi qu'il y a des contre-indications. C'est important de les connaître. Donc, cette connexion entre le meilleur de la médecine allopathique et des pratiques complémentaires est importante. Par exemple, auprès de patients qui viennent nous voir à l'Institut et qui sont suivis en oncologie et qui vont avoir un traitement de chimiothérapie et qui demandent des conseils pour prendre des plantes, pour prendre des tisanes, je trouve essentiel de les adresser à nous avons des collègues médecins qui abordent la phytothérapie et qui connaissent les interactions entre certaines plantes et les effets de tels chimios. Et là, on est vraiment dans un travail de santé intégrative, de pouvoir guider aussi les patients pour qu'ils utilisent le meilleur des deux côtés et que ça se potentialise, en tout cas qu'il n'y ait pas d'effet qui ne serait pas bon entre les deux. Alors, cette notion de santé intégrative, elle renvoie donc à l'intégration pour tous les usagers ou dans le parcours de soins d'un patient,
de pratiques issues de la médecine conventionnelle et de celles issues des pratiques complémentaires qui font l'objet d'une évaluation scientifique sur leur sécurité et leur efficacité. Donc ça, c'est notre champ de recherche, notre champ pour intégrer ces pratiques. Le niveau de scientificité, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que pour toutes les pratiques, il y a un niveau de scientificité maximum encore. Mais en tout cas, des pratiques qui tendent vers l'acceptation, enfin, qui sont dans l'acceptation d'une évaluation scientifique. Cette évaluation scientifique pouvant être effectivement avec toutes les questions que ça pose, avec des études randomisées, enfin plaquées sur l'évidence-based medicine, mais aussi ces études dont on a parlé tout à l'heure et qui partent de la qualité de vie du patient et qui partent même de la perception de l'expérience du patient. C'est de l'information essentielle et je crois que la santé intégrative, c'est aussi le rapprochement des données de ces études randomisées et de ces études sur l'expérience personnelle. C'est l'intégration de toutes ces données, je pense, qui vont être extrêmement importantes. Puis la question de la sécurité, bien sûr, savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser, à quel moment, qu'est-ce qui est évalué et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, la santé intégrative, elle est intéressante pour différents praticiens, thérapeutes, qu'on soit à l'hôpital ou que l'on soit en libéral. Elle tient compte de la personne dans sa globalité. On intègre aussi ces aspects-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, c'est la phrase de Woody Allen, hein, est-ce qu'il y a une séparation entre le corps et l'esprit et lequel vaut-il mieux avoir? Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle renvoie d'emblée à ce côté très paradoxal. Bien sûr, on est un corps et un esprit en même temps, c'est lié. Et donc, la santé intégrative va aborder ces aspects-là somatiques. On sait très bien que quand il y a un problème qui s'installe au niveau du corps, il y aura un impact au niveau du mental. On va penser, on va percevoir le monde différemment. Et que si on a un moment de dépression, si on a un moment de stress, il y aura un impact aussi sur le corps. On ne respire pas de la même façon quand notre mental est agité et il va y avoir un impact. On peut bloquer, on peut développer des tensions. Il y a toujours un dialogue, bien sûr, entre le corps et l'esprit. La spiritualité, quand on parle dans sa globalité, fait référence dans les différentes recherches et puis dans les différentes réflexions sur ce sujet au sens que l'on donne à la vie, aux choses. C'est plus l'expérience existentielle du patient. L'idée de la santé intégrative qui me parle et qui parle aussi à ce think tank et à notre groupe, c'est de développer une approche personnalisée qui va associer donc les pratiques des deux approches tout en prenant en compte l'importance de la relation thérapeutique. Il y a beaucoup d'études maintenant que l'on connaît qui montrent que quand on mouline les différentes pratiques, il va y avoir un pourcentage d'efficacité de la pratique qui peut être dû par exemple à la technique en elle-même. Il va y avoir un pourcentage qui va être dû aux attentes du patient, s'il a lu quelque chose ou s'il se dit mais ça devrait bien fonctionner pour moi, qui va être dû à la relation qu'il peut y avoir avec le patient et puis aussi à des facteurs qui sont extra-thérapeutiques. Si on tombe amoureux, si on a une bonne nouvelle, on a une tendance à activer nos ressources et à aller nettement mieux. Et ça ne dépend pas de la pratique thérapeutique. Donc, tout ce contexte-là est important. On sait que je crois que c'est 35% des facteurs extra-thérapeutiques. Ça va être 35% la relation avec le praticien, 15% les aspects des attentes aussi du patient, et je crois que c'est 15% sur ce type d'études dû à la technique en elle-même. Alors après, il y a plein d'autres études qui vont montrer qu'il y a des indications qui vont être évidemment plus importantes par rapport à telle pratique si on a un problème de douleur ou plutôt de stress. Mais c'est intéressant de considérer aussi ces pratiques et de le rappeler, de ne pas être dupe, de rappeler que ce sont aussi des modalités relationnelles.
Les praticiens qui vont proposer de l'hypnose, de la méditation sont passionnés par cette approche, par cette pratique et vont rentrer en relation d'une autre façon. Si c'est de la danse-thérapie ou de la danse telle que l'expérience, ça va permettre aussi d'être en relation avec le patient d'une certaine façon. Et finalement, ces pratiques, on peut les observer très souvent comme des façons aussi pour le patient de se remettre en connexion avec le monde, avec les autres, et puis avec son propre corps, avec soi, d'une façon particulière. On voit que tout est question de lien, tout est question de relation. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Et puis, le dernier point qui est certainement un des points les plus importants, c'est que dans cette démarche, les différents aspects du mode de vie de l'usager sont pris en compte et la place de la prévention est essentielle. Moi, je ne travaille plus de la même façon, c'est-à-dire que toutes les questions sur le sommeil, toutes les questions sur la gestion de la fatigue, toutes les questions sur la prévention du stress ou du burn-out sont très importantes aussi, puisque on va pouvoir aussi amener des leviers de changement plus facilement si une personne va déjà pouvoir être dans un meilleur équilibre. Alors, j'ai mis un exemple. Nous, on a créé une roue en s'inspirant d'un travail fait à l'université de Duke. On met le patient ou l'usager au centre, et puis autour, il y a les pratiques. Et finalement, le plus important, c'est le patient au centre. Les pratiques sont des moyens d'activer un travail sur les émotions, un travail sur la respiration, un travail sur l'équilibre de l'alimentation, du sommeil, d'une façon d'être autrement en relation, de trouver une posture d'équilibre ou parfois faire un pas de côté en expérimentant d'autres états de conscience, comme en hypnose, par exemple, en méditation ou dans tant de pratiques psychocorporelles. Alors, la santé intégrative, c'est bien sûr des techniques, des pratiques qu'on vient rapidement d'aborder. C'est aussi toute une réflexion, une mise en place de l'interdisciplinarité. Le maître mot pour moi de la santé intégrative, et c'est, je pense, aussi un des challenges les plus intéressants, c'est cette interdisciplinarité ou comment une équipe peut apporter à l'usager, au patient, tous les soins nécessaires de la meilleure façon possible, qu'ils proviennent donc de la médecine conventionnelle ou des pratiques complémentaires. Et une équipe, c'est une équipe au sein d'un hôpital, c'est une équipe libérale, c'est une équipe ville-hôpital. Et comment on connecte toutes les personnes de façon intelligente autour du patient, avec le patient. Et puis la santé intégrative, c'est penser aussi aux professionnels de santé, penser aux thérapeutes. J'aime bien cette image qui rappelle que c'est important aussi de revenir à son équilibre, de pouvoir se rééquilibrer. Alors, on est toujours très fort, les professionnels de la santé, à donner de bons conseils à nos patients, mais quand on regarde, est-ce qu'on d'ailleurs on les applique si facilement à nous-mêmes? C'est toujours intéressant d'observer ça. Et le fait de pouvoir aussi tester des pratiques, de pouvoir se dire, bon, bah, c'est super, 1 heure de telle pratique, c'est magnifique, mais si on le propose à un patient, si on le propose à un usager, est-ce que c'est faisable pour cette personne, 1 heure tous les jours avant de démarrer le travail, de faire cette pratique? Donc, se confronter à la pratique permet aussi de voir comment on peut ajuster. Moi, ça me pousse à proposer d'autonomiser les personnes, les patients, les personnes en général, avec des outils qui peuvent être rapides. Bien sûr que le travail va prendre le temps qu'il faut pour faire changer, pour intégrer, mais ensuite intégrer au quotidien. J'aime bien qu'il y ait toujours un outil qui soit simple et rapide à mettre en place, même dans la gestion du stress, simplement. Alors, c'est pas très joli, gestion du stress. On pourrait dire traverser du stress. Rarement, c'est possible dans une situation de stress de se mettre en position comme ça et de faire face à la situation. Il faut avoir entraîné son corps, son esprit pour pouvoir se rééquilibrer très justement, très rapidement pour pouvoir faire face à une situation. Donc voilà, le travail chez les professionnels aussi, il est essentiel. Et puis, on parle beaucoup dans la période actuelle de tout ce travail que les soignants nous pouvons faire par rapport à la période Covid, mais qui de toute façon dépasse cette période Covid, et toute la prévention du burn-out et cette réflexion sur l'équilibre, sur comment
maintenir cet équilibre va être essentiel aussi pour les soignants, parce que c'est pas simple en permanence d'être effectivement en contact avec des problématiques. Donc, ce travail sur l'équilibre va être vraiment très important. La santé intégrative, donc elle prend en compte, ça c'est une thématique qu'on aborde beaucoup, la question de l'empathie et cette santé intégrative, comment on est en contact avec les patients. Et elle dépasse aussi la réflexion de l'individu, simplement parce que si on regarde ce que provoque un symptôme dans la vie d'un patient, quel que soit le symptôme, on peut considérer qu'il y a comme une immobilisation. Le symptôme va nous figer dans la vie, il va y avoir, c'est presque comme une hypnose négative. Le monde se rétrécit là où on a mal. Le monde se rétrécit là où on a un point qui nous stresse et qui tourne en rond dans l'esprit. On peut traverser un beau paysage. Si on est stressé, on ne verra pas la beauté de la nature. On a vu tout à l'heure avec notre collègue québécoise le beau paysage autour. Bon, bah, si on est stressé ou si on est préoccupé, on verra plus cette beauté-là. Par contre, si effectivement on se remet dans un autre type de posture ou si on n'a pas de symptômes, pas de douleur, pas de stress, à nouveau, on pourra s'ouvrir au potentiel de ce qui nous entoure. Et donc, le fait de pouvoir amener quelqu'un à se repositionner, à sortir de l'immobilisation, à sortir de la fixation qu'amène un symptôme dans la vie, que ce soit une douleur, que ce soit un stress, que ce soit des pensées déprimantes ou de dépression, va être intéressant parce qu'on voit que lorsque la personne va se défocaliser de tout ça, se remettre dans le mouvement de sa vie, elle va pouvoir être en contact différemment avec elle-même, son propre corps, mais aussi avec les autres et avec le monde qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'on relie aussi cette question-là de santé intégrative dans nos groupes sur Healthy People. Si on s'équilibre soi, on peut prendre en compte aussi Healthy Planet. On peut avoir une vision un peu différente et prendre soin de la planète. Très souvent, on est dans cette injonction qui est importante de prendre soin de la planète. Moi, je pense que c'est très important de prendre soin déjà de son équilibre pour pouvoir s'ouvrir et prendre soin de la planète. Et la santé intégrative, on le voit dans un des projets que je vais aborder avec vous, est très lié finalement. Beaucoup d'intervenants de santé intégrative vont avoir un questionnement, une réflexion sur la santé environnementale, que ce soit voilà, en libéral, dans les hôpitaux, dans d'autres domaines. Alors, il y a une accélération dont je me réjouis beaucoup ces derniers temps, d'expériences, de cheminement et de modèles inspirants en santé intégrative. Parce que quand on regarde, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des choses qui vont être très intéressantes, mais c'est pas évident pour un patient, c'est pas évident non plus pour un professionnel qui veut adresser, de savoir vers quoi, vers qui adresser et comment justement travailler dans un maillage qui puisse être utile pour le patient, ne pas lui faire perdre de temps, ou qui puisse être utile à un usager sans lui faire perdre de temps vers des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Donc, cette santé intégrative, elle nous amène de toute façon à réfléchir à l'intelligence collective. L'intelligence collective, elle désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Et elle résulte de la qualité des interactions entre ses membres. On voit qu'il y a du contenu, mais il y a aussi vraiment le lien et toujours la relation qui va compter dans cette notion d'intelligence collective. Et donc, cette intelligence collective, la santé intégrative, connecter le meilleur de l'allopathique et le meilleur des pratiques complémentaires, va nécessiter une réflexion et comment on va l'activer. C'est pas si évident que ça, d'arriver à organiser et de travailler tous ensemble. Il y a des débats, ça c'est évidemment une base importante. Mais il y a aussi voilà, du temps de connexion et puis il y a toute une culture On est figé là. Alors, je n'ai pas le téléphone d'Isabelle. Je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle est figée. Ça ne vient pas de moi.
Nancy, est-ce que tu peux l'appeler pour lui demander qu'elle se déconnecte et se reconnecte peut-être? Moi, je l'ai carrément perdu. Oui, donc Nancy, si tu peux appeler Isabelle, lui demander juste qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte. Nancy, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. C'est juste que son téléphone n'est pas ici. Je sais pas où j'ai Non, mis mais apparemment, elle s'en est rendue compte puisqu'elle s'est déconnectée, donc on va l'attendre. On avait prévu que ça se passerait peut-être et on s'était entendu qu'elle allait se reconnecter. Ça lui est déjà arrivé une fois. D'accord, parfait. Voilà, on va l'attendre, elle va revenir vite fait. D'accord. Moi, j'ai eu des petites perturbations au début aussi, il y a eu des petits lags, mais bon, on a compris, le message est passé en tout cas. Parfait. Je ne sais pas si vous avez eu aussi des petits décalages ou pas? Vous avez eu des petits ralentissements à des moments ou pas? Moi, ça a été. Bon, tant mieux. Non, moi ça va aussi, pas de problème. Bon, très bien. Bonjour Véronique. Bonjour. J'espère que ça ne se verra pas sur la vidéo en tout cas. Ah, ça y est. Voilà. Je vais remettre en grand écran. C'est bon au niveau du son? Ok. Alors, je vais vous mettre donc un petit film qui explique rapidement un fonctionnement de CPTS dans une région qui est un désert médical. Et ensuite, j'aborderai avec vous un autre petit film qui a été tourné sur l'intégration de ces pratiques dans une expérience d'oncologie très intéressante où il y a plein de possibilités. Donc, 2 expériences assez extrêmes et comment justement on peut travailler ensemble et organiser les choses de façon intelligente à partir de ces modèles. Alors, le petit film, c'est possible qu'il y ait des petits ralentissements, mais vous entendrez l'essentiel du message. Notre CPTS du Sud 28 a émergé en 2017 suite à plusieurs rencontres entre les professionnels de santé, qu'ils soient professionnels médicaux, paramédicaux, médico-social ou social. La CPTS Sud 28, c'est 50 ans, plus de 55 000 habitants et 280 professionnels de santé installés sur ce territoire. Pour répondre à la problématique majeure dégagée par l'ensemble des acteurs, qui est la communication, nous avons mis en place un réseau social d'entreprise qui est notre outil de communication. On utilise le réseau social GemSpot, donc qui est un réseau social d'entreprise qui permet un échange aisé entre les professionnels de santé et de façon sécurisée grâce à un hébergeur de données de santé. Cette plateforme communicative a permis vraiment une transversalité dans l'information de tout un chacun. Au sein de notre CPTS a été mis pour les patients les plus fragiles en place une pochette sur laquelle aujourd'hui est regroupé l'ensemble des informations dont on peut avoir besoin les uns et les autres, de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine fluidité dans la prise en charge du patient. La fiche de liaison permet en fait de disposer en temps utile, au moment de la prise en charge du patient, d'informations essentielles pour sa prise en charge. Elle permet de connaître les différents intervenants chez le patient et permet une continuité des soins pour des soins de qualité au domicile. Tous ces supports nous ont permis de collaborer plus efficacement entre la ville et l'hôpital et bien sûr tout ça dans l'intérêt du patient. Au-delà de la communication qui était un passage obligé pour construire le lien avec la CPTS, le plus important pour nous c'était de développer les hospitalisations programmées pour désengorger les services des urgences et proposer une prestation de bien meilleure qualité à nos patients. Afin d'améliorer la communication entre les professionnels de santé, différents secteurs ont été créés dans le cadre de la CPTS Sud 28. Donc le référent est là pour organiser les réunions, organiser les communications entre des professionnels de santé sur le territoire qui ne se connaissaient pas toujours, ce qui permet de donner de l'humain, des relations interprofessionnelles et en conséquence un meilleur parcours de santé pour le patient. La CPTS Sud 28 nous a permis de travailler ensemble et de nous organiser afin de mettre en place les astreintes de kiné respiratoire pendant toute la période hivernale. En tant que patient et parent, c'est un réel soulagement que d'avoir accès aux astreintes kiné respiratoire et d'éviter l'hospitalisation.
Au travers d'actions de prévention, nous travaillons en collaboration avec d'autres professionnels de santé autour du bien-être du patient pour l'inclure dans des actions de prévention auxquelles il n'aurait pas forcément pensé pouvoir prétendre. La CPTS Sud 28 est une formidable dynamique de regroupement de professionnels qui s'appuie sur l'intelligence collective. Pour un jeune médecin, la CPTS, c'est très attractif. La nouvelle génération de médecins s'est rendu compte que travailler en groupe était beaucoup plus efficace pour les professionnels de santé, pour les patients. Et la CPTS répond parfaitement à cette demande. Depuis 2018, nous sommes sollicités par des nouvelles installations, ce qui témoigne de l'attractivité de notre CPTS sur le territoire. Ce que j'ai constaté au niveau de la CPTS, c'est que le regroupement des professionnels de santé leur influe une nouvelle énergie. Finalement, la CPTS, c'est une maison de santé, sans les murs, sans le toit, mais avec de grands couloirs de communication. C'est essentiel de travailler auprès des professionnels de santé, au plus près de leur territoire. Alors, c'est une expérience qui est intéressante. Je ne sais pas si vous avez senti l'enthousiasme. Parce que parfois, dans les débats sur la santé intégrative, on se retrouve avec pour ou contre de façon très passionnelle. On voit là, quand on met le patient au centre, et les patients ont témoigné dans cette petite vidéo que ça fonctionne bien, là, pour notamment les urgences respiratoires, la kiné respiratoire. On voit que finalement, arriver à organiser les choses entre la ville, l'hôpital, intégrer les infirmiers, les médecins dans leur pratique, plus les praticiens de pratiques complémentaires qui sont présents et qui discutent alors avec ce support, qui est un support qui est sécurisé, qui est intéressant. Il y a des connexions qui se font, il y a un enthousiasme, il y a des projets qui émergent et on n'est pas en train d'exclure, on est en train d'intégrer. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi une zone qui est un désert médical et donc tout est bon à prendre et c'est l'intégration dans le groupe qui fait aussi garde-fou par rapport à des pratiques qui seraient peut-être un peu curieuses. L'intégration dans le groupe va aussi être une régulation parce que on discute ensemble, on participe autour d'un patient et avec le patient. Et on voit qu'il y a un enthousiasme. C'est pas dans l'opposition, comme le docteur Joseph le dit à la fin. C'est vraiment une maison de santé sans mur avec des grands couloirs de communication. Et là, on est dans un cercle vertueux par rapport aux patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à mettre en place des recherches, et notamment, par exemple, sur des recherches sur l'activité physique adaptée, la prescription, pour des patients qui ont des problèmes d'obésité ou qui ont des problèmes de diabète. Et ils ont pu mettre en évidence une efficacité très importante de cette mise en place de cette pratique complémentaire pour ces patients. Et nous collaborons avec eux sur des parcours de soins où les patients, à la fin, on voit donc une responsable. Elle est repartie. Oui, il y a un problème de connexion entre Paris et Nice. Bon, on va attendre, elle va se reconnecter. Comment elle se rend compte qu'elle était connectée? Ça doit arrêter de bouger chez elle. Enfin, je sais pas, il doit y avoir un moyen. Elle doit se figer, je pense. Après, peut-être, si on enlève même nous, moi j'enlève ma caméra parce que du coup, on lui donne peut-être de la bande passante, non? Oui, peut-être couper tous vos caméras. Ouais. Comme ça peut peut-être améliorer un petit peu. Oui. Geneviève, si tu veux bien couper ta caméra aussi, comme ça on essaie de récupérer le maximum de bandes passantes. Merci. Elle va revenir, il n'y aura plus aucun visage. Oui. Sauf celui d'Alice qui sourit. Ma photo figée. J'espère qu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, c'est très intéressant, voilà. Voilà. Alors,
Du coup, on a tous coupé nos caméras pour te laisser le maximum de bande passante. C'est gentil. Je pense que c'est celui-là. Tiens, pour un mari. On va voir si ça marche. Voilà, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais voilà, en résumé, toutes ces actions vont permettre aussi une évaluation qui permet un cercle vertueux de pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne bien, comment ça fonctionne bien pour le patient, comment ça fonctionne bien au sein de l'équipe. Et donc, c'est un modèle très intégratif qui convient bien donc à cette intégration du meilleur de la pratique conventionnelle et du meilleur des pratiques complémentaires. Bonjour à tous. Est-ce que je suis audible? Oui. Ok, super. Alors là, je vais vous présenter un travail qui a été fait par le docteur Alain Toledano, qui se fait donc à l'Institut Raphaël, qui est à Levallois-Perret, et qui est un travail d'intégration en oncologie, avec une réflexion sur l'oncologie qui est très intéressante aussi et qui vient complètement de cet apport en santé intégrative. On a le plaisir de travailler avec Alain Toledano sur la labellisation en santé intégrative dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les présentations précédentes et je vois qu'on a un socle de valeurs partagées. Alors, on parle pas des mêmes pathologies, mais à la limite, qu'importe. Et donc, le sujet que je vais traiter, c'est relier le meilleur de la médecine conventionnelle et les pratiques complémentaires. Je me suis senti obligé de dire ce que je faisais en cancérologie, mais j'aurais pu ne pas le dire puisque ce n'est pas le sujet principal. Alors, en fait, je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui traite 3600 nouveaux patients par an atteints de cancer. Et en fait, mon métier technique, enfin la phase technique de mon métier, c'est de jouer avec des robots pour traiter des tumeurs. Là, vous voyez une tumeur du foie avant-après, ce qu'on appelle une radiochirurgie, et une tumeur de vertèbre qui fait mal. Et l'idée, c'est que cette radiothérapie est transversale à la prise en charge de tous les cancers sur un secteur avec plusieurs établissements. Donc ça, c'est pour le côté technique radiothérapique. Sur le plan médical, on est de grands pourvoyeurs en cancérologie d'effets secondaires, de très grands. On en crée beaucoup, au moins autant que les maladies. Et je voudrais juste vous rapporter en quelques images pour l'imaginaire ce patient de 58 ans qui avait un cancer, un sarcome peu différencié du péritoine, qui était pré-mortem avec 3 litres d'acide par jour qui s'écoulaient, des pertes d'albumine. Et puis finalement, on a trouvé un gène sur cette tumeur. On a donné une thérapie ciblée. Et 8 jours après, il avait fait fondre 15 kilos de tumeur. Il marchait, il mangeait normalement. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mais pour dire que la cancérologie a été révolutionnée ces dernières années. Et on a eu en 7 ans plus de 130 médicaments, nouveaux médicaments avec des mécanismes d'action tout aussi divers et variés qu'on peut imaginer. Et beaucoup d'effets secondaires qu'on apprend à connaître, à découvrir en permanence. Donc ça, c'est la médecine conventionnelle. C'est pour dire qu'on peut, je l'espère, j'arriverai à vous convaincre, faire de la médecine globale, de la santé intégrative et de la médecine conventionnelle. Parce que moi, comme d'autres, je viens peut-être d'une école voltairienne où on disait que l'art de la médecine consistait à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Et finalement, à chaque fois qu'on parle de tout ce qu'on fait, on nous dit bon, mais ça, c'est pas de la médecine, mais en fait, c'est pas vrai parce que la médecine, c'est exactement l'ensemble des connaissances et les moyens scientifiques de tous ordres qui sont mis en œuvre pour la prévention, la guérison, le soulagement des maladies, des blessures et des infirmités. Et donc, finalement, avec les collègues médecins, on s'est dit notre boulot, c'est peut-être pas que de se centrer sur la maladie, mais sur chaque patient et son projet de vie. Donc, on avait commencé, nous, notre carrière avec la technique et mettre en place un centre de génétique. La génétique constitutionnelle des familles, la génétique somatique des tumeurs. Et puis, à chaque fois, avec le tropisme éthique et philosophique, on a beaucoup travaillé avec Emmanuel Hirsch, avec qui on a monté un espace éthique et cancer. Et l'idée a été finalement de faire de la médecine personnalisée. Alors, je vais passer et voilà, donner un peu la tonalité de la consultation en cancéro. Une dame qui a été traitée pour un cancer du sein, qui vient en consultation,
En général, on lui dédie quelques minutes, quand on a de la chance, quelques dizaines de minutes, mais elle va venir avec plein de symptômes. Je suis déprimé, j'arrive pas à dormir, j'ai des bouffées de chaleur, des sécheresses des muqueuses, des troubles sexuels, des douleurs articulaires, etc. Sans l'examen clinique, sans avoir vu les examens complémentaires, juste le recueil des symptômes, c'est déjà assez complexe. Donc en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on a la ressource pour traiter correctement l'ensemble des symptômes et l'ensemble des personnes dont on a la charge? Probablement pas. Et quand on considère que la santé, c'est pas forcément l'absence de maladie, mais c'est aussi la santé dans toutes ses dimensions, la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, on voit bien l'étendue du travail qui nous reste à faire. Alors quand on a posé l'équation avec les équipes médicales associées, on s'est dit finalement le médecin c'est le maillon d'une chaîne qui le dépasse et on n'y arrivera pas tout seul. Et d'ailleurs on n'a pas envie d'y arriver tout seul. Et donc on a construit une équipe bien plus large et on a commencé à s'atteler à ce projet Raphaël. D'autant plus que ça arrivait de façon conjointe au rapport Ma Santé 2022 que maintenant beaucoup ont eu le temps de lire. On voit bien l'importance des moyens attribués à la santé en France. C'est 250 milliards d'euros, 3000 hôpitaux, 20 millions de passages aux urgences, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, 223 000 médecins. Donc on ne peut pas dire qu'en France, on ne prend pas en considération la santé. Malheureusement, le système ne répond pas aux attentes des patients. Il nourrit le mécontentement des professionnels de santé. Et à juste titre, on a pu l'entendre. Et historiquement, il est marqué par des profondes rigidités d'organisation avec des tensions financières. Donc, quand on regarde la cancérologie, on réactualise les chiffres, c'est 450 000 nouveaux cas par an, encore 150 000 décès, et il y a 3,8 millions de patients qui ont eu un cancer en France aujourd'hui. Bien sûr, on peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une seule séance chez le psychologue. Et il y a un manque de coordination de la prise en charge médicale des patients, pas forcément d'écosystème structuré. Bien sûr, ici, on en a quelques exemples. Enfin, ça dénote. Et les patients sont obligés de s'auto-construire leur propre parcours en fonction de leurs capacités, de leurs ressources, de leurs connaissances. Donc, basé sur tout cela et sur tout ce qu'on sait déjà, il y a Laurence Verneuil qui peut-être n'est pas loin, qui avait fait une belle étude. On coupe la parole en moyenne à un patient au bout de 23 secondes. On sait qu'il y a près de 70% qui vont avoir recours aux médecines complémentaires. Et donc, cette médecine intégrative ou cette santé intégrative au sens large est plutôt partagée. C'est la dynamique avec laquelle on va la mettre en place, les moyens, l'organisation qui va être déterminante. Alors nous, on a décidé de dédier un endroit près de nos centres de radiothérapie et la clinique, sur la même rue en fait, mais un endroit à part, qui s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Donc on a dédié un bâtiment de 10 étages exclusivement à la prise en charge intégrée. Alors bien sûr, on y fait nos consultations, pas notre traitement de chimio, de rayons, nos imageries, mais nos consultations pour que les médecins vivent avec les acteurs paramédicaux. J'ai mis quelques photos des espaces, cuisine, d'accueil, des ateliers, salons co-esthétiques, salles de sport. Et en fait, il y a 3 piliers pour chaque soignant. Ça va être le soin, la recherche, parce qu'on doit évaluer nos soins, et l'enseignement, la formation. Donc, on va offrir les parcours d'accompagnement pour ne pas faire d'exclus. Et donc, il y a une co-construction des parcours d'accompagnement avec chaque patient qui sont orientés vers les émotions, la nutrition, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et donc, dans chaque discipline, on a 80 soignants maintenant, avec plus d'une trentaine de disciplines. Ça s'enrichit encore. Et à chaque fois, on évalue. Et donc, on a, en 18 mois, offert 15 000 soins à 1600 nouveaux patients qui sont évalués. Et donc, on pourra parler des résultats qui commencent à émerger, avec, par exemple, un accompagnement de 3 mois simple pour mobiliser les ressources intérieures d'un patient. Sur une série de 300 patients, les 300 premiers, on diminue de 55% le taux de dépression sans médicaments, juste avec l'accompagnement. Et on a comme ça commencé à accumuler quelques données qui sont assez intéressantes. Donc, l'idée, c'est que chaque parcours est personnalisé. Alors, c'est des photos d'ambiance. Je crois que c'est pas mal qu'il n'y ait pas que du texte aussi. Là, on travaillait avec les collègues en haut à gauche du MD Anderson au Texas, aux États-Unis, les Italiens, les Belges, les Israéliens, les Espagnols. Et donc, on a organisé, comme d'autres, des événements en santé intégrative avec des congrès.
L'art-thérapie, le langage non verbal, est bien représenté chez nous, pas uniquement avec les arts plastiques, mais on a toutes les arts-thérapies, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie, avec une évaluation et toutes les équipes qui travaillent ensemble. Sur les programmes de nutrition, on met en place, il y a 300 patients par mois qui entrent dans les programmes, soit des ateliers individuels ou collectifs, avec des programmes nutrition santé, nutrition plaisir, des grands chefs. Mais il y a 3 naturopathes, 6 pharmaciennes nutritionnistes, 1 médecin nutritionniste. Et on a une grosse équipe sur le pôle locomoteur, avec ergothérapeute, kinésithérapeute, bien sûr, ostéopathe, psychomotricien, l'activité physique adaptée. Alors, on a des événements hors des murs. Là, on a escaladé le Mont Blanc et puis le Mont Rose l'année d'après avec des patients. On a bien sûr la chorale. Enfin, toute l'idée, c'est que les soignants travaillent les uns avec les autres dans une organisation dont on va parler, intelligence collective, non hiérarchique. Et avec, je dirais, on a décloisonné notre manière de travailler. Donc, l'intelligence collective, on en a parlé, c'est vraiment la thématique. Je crois qu'à l'hôpital, malheureusement, on ne donne pas assez la parole aux aides-soignantes, aux infirmières. On est dans un système ultra hiérarchique administré pour tout un tas de raisons. C'est une critique partielle. Mais dans ce monde-là de la santé intégrative, avec ces métiers nouveaux qui travaillent ensemble, on a estimé bon de l'organiser différemment, avec un pied d'égalité et une manière collaborative de fonctionner. Puisque c'est vrai que nous, les médecins, on a fait des gardes ensemble. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un infarctus, un accident vasculaire, une occlusion intestinale. Mais quand il y a un inceste à gérer avec la sophrologue, la psychologue et la danse-thérapeute, il faut arriver à parler le même langage. Donc, de faire vivre dans ce même espace toutes les disciplines, avec ces réunions de concertation pluriprofessionnelles, ça nous a aussi beaucoup apporté ces 2 dernières années. Alors, on travaille aussi beaucoup par symptômes. Là, on a vu qu'on a parlé de la douleur. On a un très bon médecin antidouleur anesthésiste, Jacques Vrobel, qui essaye de mettre en place des projets chez nous. Et effectivement, beaucoup sont intéressés, mais tout comme les troubles du sommeil, on a un centre du sommeil avec des médecins pneumologues, on enregistre l'apnée du sommeil, on travaille sur les insomnies, les troubles de l'endormissement. Et puis, il y a tout le pôle acupuncture, réflexologie, auriculothérapie, etc. Donc, il y a vraiment sur chaque symptôme des équipes qui se sont mises en place pour travailler et évaluer. Et c'est très important chez nous, parce que même quand on parle de médecine chinoise, et l'invisible, c'est exactement dans la démarche scientifique qui est la nôtre. Alors, c'est vrai que les observations qui ont été faites il y a quelques milliers d'années avec des hypothèses, l'idée, c'est d'avoir une expérimentation et d'arriver à avoir une démarche pour intégrer chaque soin dans le parcours et lui donner sa valeur. Voilà. Alors, on a en ce moment un département prévention qui se met en place. Pas encore fait, mais on sait que 40% des cancers sont évitables. C'est sûr, comme en cardio, si vous travaillez sur le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids, et malgré tout cela, on a 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Donc, c'est vrai qu'en cancérologie, comme d'autres disciplines, on doit faire cet effort d'aller organiser nous-mêmes notre prévention. On a beaucoup travaillé sur la communication thérapeutique et on entendait le ministre de la Santé avant-hier qui fait un beau travail, mais dire « n'ayez pas peur ». En fait, quand on dit « soyez rassurés, n'ayez pas peur », ce n'est pas la même chose parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, entendre le mot « peur », même si on a dit « n'ayez pas peur », c'est moins bien. Donc, on travaille beaucoup sur la relation soignant-soigné avec un département de communication thérapeutique, des profs d'hypnose, de sophro, etc. Et puis, enfin, ce cercle de réflexion émotionnelle qui a émergé. Il y a une start-up qui a défrayé la chronique française avec des caméras, il y a des algorithmes qui détectent les mouvements de la face, qui quantifient et stockent les émotions. Et on travaille sur la perception de la relation soignant-soigné avec ce cercle de recherche émotionnelle. L'idée aussi, ça a été, il y a une école de commerce à Paris qui s'appelle Paris School Business, où il y a des enseignants-chercheurs en marketing qui ont ouvert une chaire en expérience patient. Et donc, à chaque fois qu'on fait une étude, on a une approche bien sûr quantitative, mais aussi qualitative, et on a le caractère expérientiel avec les chercheurs en marketing qui viennent travailler sur cette co-création de valeur qu'on peut avoir en santé sur des thématiques simples. Et finalement, pour qu'on arrive non seulement à soigner, mais à prendre soin. Alors, pour ne pas être trop long, c'est vrai qu'on a souvent entendu dans nos consultations, c'est pas le quotidien, mais quand même, docteur, heureusement que j'ai eu mon cancer.
Donc finalement, ce n'est pas qu'une expérience négative, le cancer, lorsqu'on a pu aller vers cette résilience, celle que Cyrulnik décrivait, hein, la capacité à rebondir, qui est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects et par l'interaction avec l'environnement. Et beaucoup de patients qui passent par là, ils voient une opportunité de croissance, de dépassement de soi, redéfinissent leurs priorités, s'investissent plus dans les relations interpersonnelles, souvent changent de manière de vivre. Et je crois que c'est assez intéressant d'humaniser le parcours de santé parce qu'on a des expériences qui commencent à être de plus en plus importantes et qui sont formidables. Donc l'enjeu de la santé intégrative sur le plan moral, on l'a compris, politique, ça va être un vrai sujet, et éthique. Mais on voit bien qu'il y avait en 1994 3,700 millions de personnes qui avaient des affections longue durée. En 2018, 11 millions. Donc on ne pourra pas continuer à faire du tout curatif, pas de prévention, quand on sait que 50% des consultations aujourd'hui, c'est des consultations de maladies chroniques dues à des symptômes où on n'a pas forcément la vision d'ensemble. Donc il va falloir avoir une approche bien plus large. Et bien sûr qu'on doit avoir un côté scientifique. Nous, on a un centre de génétique intégré avec les généticiens, un centre de médecine prédictive, mais on sait que la médecine, c'est un art et pas seulement une science exacte et rationnelle. Donc même avec la génétique, notre travail, ça va être de faire cohabiter avec un bon esprit et en l'évaluant tous ces acteurs de la santé globale. Et pour terminer, je crois qu'il me reste 2 diapositives. Les organisations des systèmes de soins. C'est vrai qu'on a représenté la pyramide de Maslow que beaucoup connaissent. Souvent, on a considéré que dans les organisations professionnelles, il fallait assurer la survie et la sécurité. Et on voit qu'il y a encore des difficultés à ce qu'il y ait un sentiment de reconnaissance. Mais beaucoup de soignants cherchent, et ils ont raison, la réalisation de soi. Et dans les systèmes contraints, ultra hiérarchiques, ça devient de plus en plus compliqué de se réaliser. D'où les enquêtes récentes au sujet qui sont effrayantes des infirmières qui veulent changer de métier. Je crois que si on conçoit des organisations de travail où on n'a pas de possibilité de se réaliser, finalement, c'est nos patients qui en pâtissent. Bien sûr, nos soignants, mais nos patients. Donc, repenser la manière d'organiser les systèmes de santé, ça peut être fait aussi au regard de ce qu'on va devoir développer en santé intégrative. Ensuite, il y a forcément cette dimension politique, il faut de l'argent. Donc, c'est Richard Nixon qui disait... En 71, dans 10 ans, nous aurons vaincu le cancer. C'est pas très grave qu'il n'ait pas eu raison, mais en tout cas, il a quintuplé les budgets du NCI américain et donc on a augmenté la survie parce qu'on a eu plus d'argent pour rechercher, améliorer la qualité. Donc cette dimension politique et économique, elle est fondamentale et finalement, l'Institut Raphaël, pour nous, a été une expérience, je dirais, salvatrice parce qu'elle a donné un sens à nos actions. Et c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on participe à vos réflexions et qu'on s'associe à l'esprit santé intégrative. Voilà, je vous remercie. Donc c'est intéressant aussi cette expérience, tout autre que celle d'une CPTS qui construit des ponts entre la ville et l'hôpital. On entend dans cette autre expérience en oncologie tous les piliers de la santé intégrative. Les différentes pratiques complémentaires ou interventions non médicamenteuses qui vont être reliées à ce qui est le meilleur pour le patient dans la médecine conventionnelle, la question de la collaboration, de l'organisation justement de cette pluridisciplinarité, l'importance de la relation et de la communication que l'on peut avoir aussi avec les patients, et puis l'importance de la prévention, bien sûr, et l'importance pour le soignant que ça fasse sens et qu'il y ait aussi une réflexion sur la posture du soignant, qui est quelque chose d'essentiel. Et on voit qu'on sort de notre pensée en silo. On arrête de penser dans un seul domaine, on met en commun et on avance en sortant de cette pensée en silo où il y aurait la médecine conventionnelle et les pratiques complémentaires. On rassemble. À l'intérieur des pratiques complémentaires, on avait aussi une tendance à fonctionner en silo. Il y a ceux qui font de l'hypnose, il y a ceux qui font de la méditation, il y a les arts thérapeutes. On va mettre en contact et on va permettre aussi que ces différentes cultures se connaissent avec des réflexions comme qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent. Ça ne veut pas dire dénier les différences, bien sûr elles sont là, mais on peut aussi voir des ingrédients communs, le travail respiratoire, le travail postural, ce type d'ingrédients communs.
Donc, la question, c'est comment organiser aussi en santé intégrative. On a vu ces deux modèles et nous, ça nous a permis aussi de réfléchir à d'autres modèles encore d'organisation. Alors, la pluridisciplinarité, elle implique l'idée d'un partenariat et d'une collaboration. Or, on a souvent l'impression que la mise en commun de plusieurs disciplines aille de soi, comptant sur le bon sens et un fonctionnement tacite. Et ça, c'est pas si sûr, c'est pas si évident. Comment penser, comment organiser, structurer cette collaboration, cette intégration, cette pluridisciplinarité? C'est aussi tout ce qui nous anime en santé intégrative, à pouvoir connaître ce qui se fait, comment on peut connecter, comment on peut mettre tout cela en commun, faire un maillage, savoir quelles sont les best practices aussi pour pouvoir les proposer aux usagers, pouvoir les proposer aux patients. Alors nous, nos actions, toute cette réflexion, elle va tourner autour de transmission, comme maintenant dans ce webinaire, dans des congrès. Nous avons un congrès dans un processus qu'on a installé dans un processus de travail collaboratif sur 9 mois. Et certains d'entre vous ont participé donc en octobre dernier. 9 mois de travail dans toutes les régions de France sur ce maillage, sur les pratiques complémentaires, faire émerger les best practices. Et en juin, à la Cité des Sciences, 4 et 5 juin, on se retrouve pour échanger à partir d'un travail territorial, à partir d'un travail des régions, sur ce qui existe, ce qui se fait, les best practices et comment ensuite on peut aller plus loin. On a réalisé différents congrès. Certains d'entre vous étaient là aussi le 13 et 14 février dernier sur l'île de la Réunion. Et c'était vraiment très symbolique aussi sur l'île de la Réunion qui réunit tant de fonctionnements de cultures différentes, de parler de toutes ces cultures qui entrent en contact et qui réfléchissent ensemble. Tout le travail de compagnonnage et de leadership en santé intégrative, qui est une réflexion, comment tout cela, on le met en place, comme on a vu là, avec un enthousiasme, qu'on soit dans un désert médical ou dans telle ou telle indication. L'idée, c'est vraiment d'impulser quelque chose et d'impulser quelque chose qui fonctionne et qui permet de réguler quand justement c'est moins simple et comment avancer comme ça ensemble. Nous sommes en train de créer une association qui s'appelle Health United et qui a donc pour but de mettre en commun tous ces savoirs et qui a pour fonction d'être le cadre de tout ce travail des groupes régionaux qui ont été lancés donc en octobre, avec des référents dans toutes les régions et en métropole et hors métropole, en Suisse et en Espagne, pour commencer. Et chaque année, donc, nous publierons un baromètre de ce qui se fait. Et pour la région de Nice, on a le plaisir de collaborer. Les référentes sont Véronique Mondin et Béatrice Leloutre. Et dans toutes les régions, donc, on a des référents qui ont organisé des groupes, qui ont proposé donc, des questionnaires à des professionnels de la santé pour justement comprendre comment tout cela s'organise, quelles sont les pratiques, est-ce qu'elles sont évaluées, est-ce qu'elles sont financées. On pensait avoir quelques questionnaires, on a plus de 600 professionnels de la santé qui se sont portés volontaires pour participer et on est en cours de travail sur ces questionnaires, avec des questionnaires patients, parce qu'on a vu l'expérience des patients, c'est essentiel pour pouvoir ajuster, personnaliser, déjà de la connaître, qu'elle puisse être dite et qu'elle puisse être reconnue. Et donc, cette vision des patients sur la santé intégrative va aussi être travaillée à partir de questionnaires. Et puis aussi, les décideurs et les administratifs, les qualiticiens dans les hôpitaux, on a eu envie de les intégrer parce que c'est eux qui organisent et souvent, il y a aussi un clivage entre les professionnels de la santé, ceux qui dirigent, une incompréhension parfois de ce qui est attendu des cultures. Donc, on s'est dit, on va aussi leur poser la question comment ils voient les choses pour mettre en commun tout cela. Et puis, une action pour nous qui est venue du terrain et de la clinique, ça a été de créer un label qui démarre là en ce moment. On démarre la labellisation de certains EHPAD et de libéraux, un label de la santé intégrative qui s'appelle Human First et qui est venu donc du terrain avec des patients qui nous appelaient en nous demandant voilà, moi j'habite dans telle région, qui je peux aller voir, ou j'ai tel problème de santé, je voudrais aller dans un service, mais je voudrais
Je voudrais pouvoir parler du fait que je fais ce suivi en ostéopathie ou que je vais avoir un suivi en hypnose ou en phyto, et donc de pouvoir labelliser des services et des personnes avec une charte, une certification, une charte qui permettent de pouvoir adresser des patients, des usagers en plus grande sécurité, et puis pour les professionnels qui veulent adresser, justement, savoir où le faire. Donc ce label, on l'a travaillé avec un certificateur officiel, et il est mis en place avec, par exemple, là c'est la version service hospitalier. On s'est intéressé aux soins, quelles sont les différentes pratiques qui sont utilisées. On s'est intéressé à l'organisation, on s'est intéressé aux soignants et aux équipes, à l'impact environnemental et sociétal, et bien sûr au centre, aux patients, qui va aussi participer à cette labellisation. Alors, ces groupes territoriaux en santé intégrative que j'évoquais, en fait, ils ont rassemblé, je parlais de Véronique ou de Véronique Mondin ou Béatrice Leloutre, on a rassemblé dans les régions des référents qui ont une réflexion depuis longtemps sur la santé intégrative, sur comment on connecte le meilleur de la médecine conventionnelle et des pratiques complémentaires ou des interventions non médicamenteuses, avec différents termes qui sont utilisés. Vous l'avez entendu, parfois on entend parler de soins pluridisciplinaires, on peut entendre parler de pratiques complémentaires, intégratives ou d'interventions non médicamenteuses. Et puis pour terminer, dans notre action, on a eu envie de créer une revue en ligne qui soit libre d'accès, qui s'appelle Big Bang Therapy, avec l'idée de revenir un peu aux sources, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre toutes ces pratiques, mais il y a aussi des points communs. Donc de montrer ces différentes pratiques cliniquement, comprendre comment ça fonctionne, comment se former, des discours de patients qui ont pu en bénéficier, les indications, les contre-indications, et puis aussi voir d'un point de vue de la recherche, leur efficacité, qu'est-ce qui se passe, une réflexion anthropologique aussi qui est faite régulièrement, médicale, sociologique sur le sujet. Voilà, donc c'est ce que je voulais aborder avec vous. Je crois que je suis à peu près dans le timing, comme on avait commencé à 10, et que ce soit une base de discussion, de questions, de réflexion, qu'on puisse avoir ensemble sur ces pratiques. Nous sommes dans la proposition que Nancy tout à l'heure faisait, il faut voir comment on peut connecter, comment il y a des groupes qui peuvent fonctionner ensemble. Nous, on est vraiment très intéressés par ces collaborations pour mutualiser l'accès à la recherche ou pouvoir justement travailler autour des best practices. Ce que j'évoquais dans les groupes régionaux, chaque région donc, a commencé à travailler sur les questionnaires. Donc, on a plus de 600 demandes et il y a déjà là 180 questionnaires qui ont été remplis par les professionnels. Les questionnaires patients démarrent bientôt et les questionnaires administrateurs aussi, qualiticiens. On voit que tout le travail sur les best practices, c'est passionnant parce que dans une région, il va y avoir une idée dans un domaine et pouvoir l'échanger. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie, il va y avoir des idées magnifiques et finalement, elles sont moins connues dans le domaine de la prise en charge de la douleur. Et inversement. Donc, quelque chose qui marche bien dans un domaine, comment on peut faire pour le mettre en place dans un autre domaine? On n'est pas obligé de réinventer en permanence les choses. Il y a par exemple, ce qu'on entendait tout à l'heure sur la mise en commun, sur un support sécurisé. On peut passer des jours à chercher quel est le support. Finalement, quand on regarde, la CPTS, elle a trouvé. Il y en a d'autres supports, mais c'est un bon support. On peut fonctionner comme cela. Et puis, toute la réflexion, quel parcours proposer parce que les études montrent, parce que la clinique montre que c'est intéressant de proposer ce parcours, mais dans la réalité, il n'y a pas, parce que c'est un désert et qu'il n'y a pas grand monde autour. Et bien, qui on peut proposer, quelles sont les pratiques qui seraient assez proches. Et ce que l'on voit aussi dans les premières réponses par rapport à ce baromètre, c'est l'importance de la relation, on y revient, comment le patient se relie à son corps, comment il se relie aux autres quand on est malade, quand on n'est pas bien, on ne va pas être connecté de la même façon aux amis ou au groupe autour, on ne va pas voir le monde de la même façon. Comment justement ces expériences vont ramener quelqu'un à se remettre
dans le mouvement de la vie de façon autonome, puisqu'il y a aussi toute une transmission d'outils. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bravo. Un très, très grand merci, Isabelle. Et vraiment, qu'est-ce que c'est porteur d'énergie et d'espoir de se rendre compte de tout ce mouvement d'interconnexion de personnes qui ont... C'est une autre civilisation qui s'est ouverte et dans laquelle cette conférence, les personnes qui sont ici sont embarquées dans quelque chose de collectif, de solidaire. Bon, c'est fini, semble-t-il, l'histoire de la dominance et de l'individualisme pour aller vers une coopération magnifique. Alors ça donne du baume au cœur. Merci, merci beaucoup Isabelle. Et tout ce qui a été fait, c'est magnifique. Alors, qui veut prendre la parole? Vous ouvrez votre son, ben, Alice vous le dira peut-être mieux. À ce moment-là, ben, vous pouvez prendre la parole, bien sûr. Moi, je vais peut-être dire un petit mot, si vous permettez. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Donc, bien sûr, je suis très, très heureuse que tu aies pu participer et nous animer cette réunion ce soir. Et comme tu le sais, vraiment très contente de travailler avec toi. Je voulais dire un peu à toute l'équipe parce qu'elles savent qu'au niveau français, il y a des entités à Paris, un peu à droite à gauche, à Montpellier, qui travaillent. On travaille tous en lien avec Isabelle, avec d'autres entités sur la médecine intégrative. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez Isabelle, c'est ce qu'elle a dit au départ, c'est qu'on part vraiment de la clinique, on part vraiment du patient. Et que toutes les personnes qui sont là à travailler avec elle, elles ont les mains dans le cambouis, entre guillemets. C'est-à-dire elles pratiquent toutes une ou plusieurs activités qui sont en lien avec cette médecine intégrative. Et c'est ça que je trouve qui est particulièrement pour moi important, même si d'autres ont des réflexions plus, on va dire, intellectuelles sur ce que c'est que la médecine intégrative, qu'est-ce qu'elle doit être, etc. Vraiment, ce qui est important, à mon sens, c'est vraiment d'être à côté du patient, de pratiquer, de l'accompagner et d'être dans la clinique. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec Isabelle, qui est vraiment une femme de terrain. Et voilà, donc je voulais dire que j'appréciais beaucoup cette approche que tu avais. Bon, merci, c'est partagé, j'apprécie beaucoup le travail, mais je suis persuadée que intellectualiser les choses ou réfléchir, c'est quelque chose d'important. C'est d'autant plus important que ça part des racines du terrain, parce que sinon on est à côté. Ça part de ce que le patient ressent, de ce que le patient dit, de ce que l'on arrive à mettre en place. Et non seulement ça part du terrain, et on s'est rendu compte aussi à travers cette expérience qu'on partage ensemble sur le baromètre et la santé intégrative dans les régions, que ça part aussi des régions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi des cultures régionales, il y a vraiment des façons de travailler qui peuvent être très différentes. Et je crois que c'est bien de ne pas plaquer des choses qui paraissent belles sur le papier, mais de partir de ce qui existe et de se rassembler aussi à partir de ce qui existe et de personnes qui connaissent bien voilà, ce terrain, puis on intègre petit à petit de nouvelles personnes. Alors, Martine Grimaldi. Bonjour. On ne se connaît pas, mais voilà, je suis partie un peu de l'équipe avec Béatrice Leloutre et Véronique Mondin, l'équipe niçoise. Moi, je suis gynécologue. Donc, en fait, cette pratique, je suis chirurgienne obstétricienne, mais bon, bien que je pratique surtout de la médecine maintenant, de la gynécologie médicale depuis des années. Mais c'est vrai que moi, ça a été le cœur de ma pratique depuis 25 ans. C'était quelque chose de naturel, c'était un peu marginal, je dirais, au départ, alors que je suis issue de la formation la plus académique, hospitalière, comme Alain Toledano, puisque je suis issue du CHU. Et ce que je trouve intéressant, donc moi, depuis 25 ans, je pratique de la nutrithérapie, je me suis formée en médecine manuelle, en homéopathie, alors que je suis chirurgienne obstétricienne. Bon, ça me semblait naturel, ça m'a semblé évident de prendre la personne dans toutes ses dimensions et de travailler avec des ostéopathes, des hypnothérapeutes, de travailler en réseau. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'était des pratiques, on va dire, un peu sporadiques, qui n'étaient pas formalisé en quelque sorte dans un réseau comme Isabelle vous le proposez maintenant, c'est-à-dire de faire le point, de faire le point du maillage qui existe déjà, parce que je pense que ce maillage, il existe déjà, mais il était
formel. Et le patient allait par hasard, ou la personne active de sa santé, parce que j'aime pas le mot patient, allait, voilà, parce qu'on lui avait dit, il y a un acupuncteur, il y a une acupunctrice, il y a une... Et là, l'idée de fédérer, en fait, les savoirs, les compétences, et puis que la personne au centre de sa santé, actrice de sa santé, de son bien-être, puisque la santé, c'est avant tout réaliser ses potentiels, c'est ça être en bonne santé, c'est pas forcément avoir la santé physique, parce qu'on peut être dans un fauteuil roulant peut-être et se sentir quand même en bonne santé. Donc la personne active, eh bien de formaliser ce besoin de la personne, d'être prise en compte dans toutes ces dimensions, et puis de réaliser cet état des lieux de toutes les personnes qui agissent dans cette médecine intégrative et qui pour l'instant était un peu sporadique, on va dire, et qui peut-être aussi, comme à un moment donné, ça a été dit, était peut-être un peu en concurrence, c'est-à-dire qu'il disait, mais voilà, l'hypnothérapeute avait l'impression qu'il peut tout soigner avec l'hypnose, l'ostéopathe, il y a rien, voilà. Tandis que là, de fédérer les différentes potentialités, les différentes expertises, je dirais, très, très, très riches, et bravo, parce que c'est quand même aussi beaucoup d'énergie de rassembler ainsi, de faire déjà, ne serait-ce que l'état des lieux. Alors moi, je suis en Corse, je suis venue en Corse pour 3 jours, bon, je suis pour des obsèques, et donc Véronique m'a demandé, mais je vais m'a demandé de faire le point des praticiens de médecine intégrative, j'en connais pas, tant je suis corse, eh bien je suis à Corté, mais ce soir, je vais aller voir mes cousins en disant, mais vous connaissez pas l'ostéo, donc on va pouvoir étendre le réseau un peu à la Corse. Je vais essayer profiter de mon séjour de 2 jours pour l'étendre aussi à la Corse, voilà. C'est super parce qu'effectivement, j'avais demandé à Véronique dans les différentes régions, il nous manquait la Corse parce que dans les autres îles, par exemple la Réunion, la Polynésie, voilà, on a des référents et puis voilà, je ne connaissais pas en Corse. Donc si jamais il y a une possibilité, on va en trouver. C'est super. Et puis on démarre, c'est-à-dire que l'idée c'est que chaque année il y a un baromètre parce que ce que vous dites c'est exactement ça. Le domaine de la santé intégrative, c'est pas un nouveau domaine. En fait, on est en train simplement de mailler des choses qui existent déjà. Et ce qui nous a paru intéressant justement avec des référents qui vont créer un petit groupe, ce groupe qui va aller chercher ses meilleures adresses. Déjà, ça passe par le relationnel. Moi, j'aime bien envoyer des usagers, des patients, comme si c'était ma famille, envoyer les yeux fermés en me disant, voilà, celui-là, il est recommandé, c'est quelqu'un qui travaille comme ça peut correspondre. J'explique, c'est aussi une rencontre, et puis la personne verra. Et donc, en fait, c'est vraiment d'organiser des maillages à partir déjà des choses qui existent et qui fonctionnent bien. Parce que vous êtes chirurgienne, vous êtes gynécologue, quelqu'un qui va travailler en psychologie, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la douleur aura ses bonnes adresses aussi, mais pas forcément dans votre domaine, plus finement dans cette pratique. Et là, cette connexion, ça nous donne déjà une vision, une photographie déjà du terrain, et avec des gens qui ne sont pas des électrons libres, qui travaillent déjà main dans la main avec d'autres personnes. Et ça, je crois que ce sera vraiment très intéressant de pouvoir avancer de cette façon-là. Et je suis d'accord aussi avec ce que vous dites. Par exemple, on est tous persuadés, il y a des études qui se sont penchées là-dessus, on est persuadé quand on choisit une technique, une pratique, quelle est la meilleure. Forcément, les hypnothérapeutes sont persuadés que c'est la meilleure pratique, les méditants sont persuadés que c'est la meilleure pratique, et toutes les pratiques sont les meilleures pratiques. Ça va dépendre de la rencontre avec le patient, on a vu tout à l'heure ce qui lui correspond, ses attentes, ce qui se passe aussi dans sa vie à ce moment-là, mais on voit bien que la relation, elle va être très importante. Et donc, du coup, le fait de travailler ensemble, là, dans les premiers retours des groupes, il y a aussi beaucoup de choses passionnantes qui se passent, par exemple de réflexion. Quelqu'un qui disait, une méditante qui disait au début à une hypnothérapeute, ah oui, l'hypnose, c'est la partie basse de la méditation. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une représentation tout d'un coup qu'il y a sur une autre pratique. Et du coup, voilà, elles ont parlé. Et maintenant, tout le monde est en posture équilibrée, ni basse ni haute, par rapport à ce que l'on peut proposer à un patient. Mais tout ça est normal. On est passionné aussi par ce qu'on fait. On est passionné de trouver la meilleure solution pour les patients ou pour les usagers. Et donc, du coup, forcément, il peut y avoir ce type d'impression. Moi, je trouve que la santé intégrative, ça nous sort des dogmes aussi. Et c'est un très bon moyen pour sortir des dogmes, parce que le dogme a parfois quelque chose de rassurant, et on va faire du dogme, et tout d'un coup, quelqu'un fonctionne différemment et il a de bons résultats.
Donc, on est obligé de regarder, de faire un pas de côté, se dire, alors, lui, il a une autre interprétation, une autre vision du monde, et pourtant, ça marche. On est obligé de faire un pas de côté. Donc, je trouve que c'est une posture. On part du terrain et on est voilà, beaucoup ici à être du terrain. Et en même temps, c'est une posture aussi, je trouve, très intéressante pour penser, réfléchir les choses. C'est un pas de côté permanent qu'offre cette pratique. Bon, super pour la Corse aussi, alors. Je voudrais juste... La Corse, voilà, je vais aller dîner avec mes cousins ce soir, avec le masque quand même. Oui, dire quelque chose, enfin, Véronique Mondin est au courant aussi. À Nice va s'ouvrir un projet un institut Raphaël, en fait, BIS, hein, un accompagnement du cancer où le patient et son projet de vie sera au cœur de son accompagnement, parce que je n'aime pas le mot non plus prise en charge, parce que vraiment on prend en charge en fait, de son accompagnement. Et ça va se faire au cœur de Nice. Voilà, Véronique est au courant avec des cancérologues. Voilà, au cœur de Nice, une grande maison très belle, voilà, qui sera dédiée à cet accompagnement global, en fait, aussi bien radiothérapie, chimiothérapie, que toutes ces dimensions qui ont été très bien expliquées dans votre exposé, celui d'Alain Toledano. Bon, donc c'est en route, en fait. Très bonne nouvelle. On voit que c'est un lieu qui dynamise et qui impulse beaucoup, avec une satisfaction des patients très, très importante. Ça s'appelait le projet Paradisio, parce que la villa s'appelle déjà Paradisio et c'est déjà un très beau projet pour un projet de médecine intégrative, le projet Paradisio. Moi, j'aurais une question pour Isabelle. Dans les projets, enfin, je ne sais pas comment le formuler, tout est centré, enfin, tout est fait pour les patients et par moments, je n'ai pas trop senti que c'était fait avec eux, dans le sens où, enfin, est-ce que les patients sont aussi mobilisés comme ressources? Parce que j'ai l'impression que c'est très centré sur les professionnels et la complémentarité des professionnels, mais est-ce que dans cette organisation, est-ce qu'il y a aussi des patients qui s'adressent à des patients? Voilà, c'est une question parce que je ne l'ai pas vu explicitement dans les reportages. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, dans ces deux expériences, les patients donc, vont témoigner. Et effectivement, il y a des patients qui peuvent aider à l'accompagnement en expliquant, ben voilà, j'ai suivi ce parcours et c'est quelque chose d'intéressant. Parce que c'est une question importante parce qu'un patient, une personne qui parle à une autre personne, ça va avoir parfois beaucoup plus d'impact que un soignant qui peut parler, les deux vont être importants. Bien sûr que le savoir médical, infirmier ou autre, va être important pour faire passer des idées. Mais quand il y a une hésitation, le fait qu'il y ait des patients ou des usagers qui parlent à d'autres usagers, c'est quelque chose de très important. Et à l'Institut Raphaël, il y a aussi des patients voilà, qui vont participer et témoigner. Parce que, en fait, ce que je trouve intéressant, parce que l'idée du patient au centre, c'est pas nouveau, hein, on est d'accord. Et parfois, c'est juste, c'est presque juste comme un mantra hein, que l'on répéterait, mais ça a du mal à vraiment fonctionner. Parce que ça demande quand même aussi un pas de côté hein, pour les professionnels de pouvoir intégrer. Moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, dans les congrès. Au tout début, les congrès de l'IFPPC, on faisait entre professionnels de la santé. Et puis, en avançant en santé intégrative, je me suis dit, mais il faut qu'on le fasse avec tout le monde, avec les usagers et avec les patients. Et du coup, ça oblige à avoir un autre type de discours. On ne peut plus être dans le jargon médical, le jargon psychologique ou le jargon de nos disciplines. Il faut pouvoir vulgariser. Alors, je suis très aidée pour ça parce qu'on a une collaboration forte avec Sciences et Avenir. Et donc, les journalistes et maintenant, donc, la directrice adjointe de Sciences et Avenir travaille avec nous et les journalistes scientifiques ont cette habitude à aider la vulgarisation, que les choses puissent être dites de la même façon mais avec des mots compréhensibles par tout le monde. Et donc, on s'aperçoit que c'est très intéressant ce qui ressort parce que c'est le pas de côté. On peut fonctionner même en santé intégrative, dans une croyance ensemble que ça pourrait être bien. Puis il y a des patients qui vont nous dire
bah, attendez, non, ou des usagers qui nous disent, bah, attendez, c'est une bonne idée, mais moi, ça ne me parle pas parce que ceci, cela. Et donc, du coup, c'est une piste aussi à suivre. Alors, je vous donne un exemple. Dans le baromètre que nous avons créé donc, en santé intégrative, il y a un questionnaire qui est passé par les professionnels de la santé, qui a été testé avant par des professionnels de la santé, et un questionnaire pour les patients qui est testé par des patients. Et on a fait des questions en miroir pour pouvoir ensuite justement analyser la vision aussi des deux côtés. Une des questions en miroir, c'est l'autonomisation. Donc, par exemple, en santé intégrative, on va beaucoup dire, bah, on développe des outils. Moi, je développe beaucoup d'outils pour autonomiser parce que je suis persuadée d'un point de vue clinique que plus un patient a ses outils avant qu'il ait mal, a ses outils avant qu'il ait un stress, il va pouvoir les utiliser et pouvoir faire face à une situation de la meilleure façon possible. Bah, j'ai trouvé intéressant de discuter avec des associations de patients et des patients qui disaient, mais nous, attention, avant d'être autonomisés, on aimerait bien juste être un petit peu cocooné. Avant qu'on nous lâche avec des outils qu'il faudrait faire seul, peut-être que des fois, certains d'entre nous, on a besoin d'être un peu étayés et ensuite de pouvoir avoir ces outils. Donc, on voit que même dans l'observation de ce qui se passe, la parole des patients, elle est importante. Et ensuite, bien sûr, d'un point de vue clinique aussi. Et dans la labellisation dont je vous parlais tout à l'heure, les patients vont être… la parole est donnée aux patients pour dire comment ils perçoivent le parcours dont ils ont bénéficié. Et c'est assez intéressant de voir la réaction du coup aussi des professionnels dont les patients vont être interviewés et qui se disent, qui se demandent vraiment aussi très souvent comment ce qui va ressortir de la parole du patient. Donc là, c'est pas encore sur les expériences forcément qu'ils ont ressenties, c'est déjà comment ils ressentent la qualité de la relation, la qualité du suivi, leur qualité de vie, est-ce qu'elle a été améliorée. Mais il y a aussi en santé intégrative, je pense, une dimension qui ressort fort sur les aspects expérientiels et la description justement fine de ces parcours de patients par le patient lui-même. Donc oui, que ce soit dans la CPTS et que ce soit dans l'expérience d'Alain Toledano, il y a cet aspect où les patients vont pouvoir exprimer, réajuster, participer. Il y a cette démarche de patients experts aussi, même à l'université, à la Sorbonne, il y a tout un cursus aussi autour des patients experts. Et donc, il y a toute une réflexion aussi autour de cela. Parce que juste un dernier commentaire, c'est je pense que lorsque je me projette dans un futur que j'espère assez proche, mais je pense que lorsque la santé intégrative sera arrivée à maturité, on aura des patients à tous les niveaux, c'est-à-dire pas seulement en tant que patient, mais également dans le comité qui prend les décisions, également avec les scientifiques qui élaborent les questionnaires. Je pense que cette idée d'une médecine intégrative devrait tendre, me semble-t-il, de plus en plus vers un partenariat patient où de fait on a des patients dans la recherche, on a des patients dans la formation et pas uniquement dans le soin ou comme contrepoint d'une évaluation. Oui. Et voilà, je trouve le projet extraordinaire et je pense que peut-être la dernière étape, ce serait celle-là, c'est vraiment cette intégration des patients, mais en tant qu'experts à part entière, c'est-à-dire qu'ils font partie des équipes médicales, ils font partie des équipes de décision qui pensent le dispositif. Voilà, ils ont une place à tous les niveaux de l'organisation de ce nouveau système de santé. Mais qui est-ce qui disait tout projet qui est fait pour moi, sans moi, est un projet contre moi? C'était qui? C'était un Africain, je crois. Enfin, peu importe. C'est vrai qu'on a besoin, dans cet esprit-là, de tout le monde, absolument, pour participer à cette cohésion vers l'amélioration, vers l'entente. Isabelle, pardon. Si je peux me permettre à ce titre-là, tout à l'heure, merci d'avoir rebondi par rapport aux patients experts. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, donc moi, je suis conseillère
d'administration de l'Association française de polyarthrite et rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, c'est 27 délégations en France. Et alors, bon, on est pas mal moi-même. Hein, j'ai fait à la Timone le DU d'éducation thérapeutique. Nous sommes une association où nous avons beaucoup de patients qui sont formés. Et on a avec l'ARS, il ne faut pas oublier que le patient et le patient expert, c'est quand même une priorité. Hein, c'était la priorité numéro 4 dans le plan santé 2020-2022. Et si vous voulez, c'est vraiment des sujets. Alors nous, en plus, on est vraiment une équipe où on aime bien travailler avec les professionnels de santé, où je pense qu'effectivement, à mon sens, c'est un coche à ne pas rater. Donc, bon, n'hésitez pas, je pense qu'on pourra en reparler ensemble après, mais moi, je peux tranquillement, vous êtes sur Paris, nous, on a notre secrétariat national sur Paris, il faut absolument passer par là. Et vous le voyez, là, avec la période Covid, nous, dans notre organisation, donc nous sommes des bénévoles et l'équipe de patients experts, on a monté une plateforme dès le début du confinement, et en fait, nos patients venaient, en fait, c'était presque eux, quelquefois, qui donnaient des infos au docteur. Je plaisante quand je dis ça, hein, mais en gros, c'est ça. Et même à la Timone, moi, je me souviens, quand j'ai fait le DU, combien de médecins, d'intervenants nous disaient, mais vous savez, nous, on n'est rien, c'est vous qui connaissez les pathologies, et sans vous, on ne peut pas avancer, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, on est vraiment dans ce que vous dites, on rejoint ça. Donc, je vous invite vraiment par ailleurs bon, vous avez noté mes coordonnées, à ce qu'on en reparle. Et c'est vrai, Arnaud, c'est en complément de ce que vous dites. Enfin, je crois que vraiment, là, c'est un coche à pas rater. C'est le changement. On fait les choses autrement. Voilà. Alors, je ne sais pas comment. Je vais juste rebondir. Je vois qu'il y a Florence aussi, voilà, qui veut intervenir. Juste rebondir. Alors, moi, je n'ai pas noté les coordonnées. Je ne sais pas si Alice, ce sera possible d'envoyer. Le chat va être enregistré normalement. Donc, vous aurez tous les gens qui veulent mettre leur mail dans le chat. Faites-le. Comme ça, vous serez enregistrés. On pourra vous retrouver. Je le ferai tout à l'heure. Moi, je voulais juste rebondir par rapport aussi à ce qu'on peut entendre de la part de certains patients et de la part de certains professionnels. Je crois que ça ne peut marcher que si chacun aussi est à sa juste place. Oui. C'est-à-dire que dans la prise de décision, le médecin qui va avoir la connaissance médicale, l'infirmier qui va avoir la connaissance infirmière, va donner une voix et va donner donc un conseil ou faire une prescription qui est essentielle. Et le patient, lui, de sa place, de son expertise, il sait comment il vit ce type de maladie, et là, il va pouvoir aussi le dire. Et je crois que ça ne peut fonctionner, l'intelligence collective, ça fonctionne si chaque place est claire, que chacun ne soit pas à la place de l'autre. Et à cette condition-là, c'est quelque chose, je crois, qui peut être extrêmement intéressant et qui peut bien marcher. Et qui permettra de comprendre aussi la vision de chacun. Le patient qui comprenne la vision du médecin et le médecin qui voit la perception du patient. Mais volontiers. Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que vraiment, ce qui m'a marqué dans ta présentation, c'est un besoin de communication pour qu'il puisse y avoir une collaboration, une pluridisciplinarité. Et ça implique peut-être aussi un apprentissage de comment chacun s'exprime. Et dès le début, donc, du coup, une éducation du patient au langage employé par les médecins et inversement, une écoute peut-être des personnels soignants au langage peut-être plus simple ou différent du patient. Enfin, pour votre info, le DU à la Timone, ce n'est pas 40 heures, hein, c'est 1 an. Hein, et il y a un stage avec, et on voit tous les praticiens, hein, de l'anesthésiste au gastro-entérologue, au psychiatre. Enfin, c'est très, très riche. Hein. Et aussi, il faut savoir que le patient est intelligent et que dans les patients, il y a beaucoup de soignants. Oui, mais tous les patients ne font pas le DU, c'est ça que je veux dire, qu'il faudrait peut-être… Oui, mais ça, c'est comme tout. On sait que quand on construit des choses, on va aller vers des gens qui nous ressemblent. Enfin, je veux dire, au niveau des… Voilà. Alors, après, il n'y a pas que… Voilà, qui se ressemblent, s'assemblent, ce n'est pas toujours vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas fait un DU de patient expert qui dure X temps. Tout le monde n'est pas formé sur certains domaines, quoi. À Florence, si tu voulais intervenir, Florence. Oui, merci beaucoup. Moi, je découvre plein de choses ce soir où je ne suis pas dans ce secteur et donc c'est pour ça que je suis là aussi. C'est une version éducation populaire pour moi de conférences de nuit en période de couvre-feu. Et je voulais rebondir sur 3 éléments. Donc,
sur ce qu'a évoqué d'abord Arnaud, cette question de la présence du patient, et notamment en référence à un moment, ce qui a été précisé, c'est que dans la chaire de marketing de Paris School Business, il y a donc un département de expérience patient. Et donc, la question, c'est qu'en effet, on le sait aujourd'hui, ce qui est la question de la caisse des services publics, être vigilant aussi à ce qu'il n'y ait pas cette santé qui fusionne avec les entreprises, les big data, le machine learning et tout ça, et qu'en effet, ce soit quand même une santé top, mais vraiment démocratique. Donc, si j'imagine que des écoles de commerce s'intéressent à ça, j'ai envie de dire vigilance par rapport à la récupération et à ce que ça veut dire aussi de la santé qui vient dans sa perspective, bien sûr, du coup, une santé vraiment inclusive, peut-être dans les 4 modèles de M. Toledano, là où il montrait, le dernier c'était Opal, je ne sais plus, pas trop vu, mais je crois que c'était inclusive, donc intégrative, ouais, et inclusive peut-être de tous aussi. Donc ça c'était juste une petite remarque. Ensuite, donc pour moi je trouve ça formidable, j'avais jamais imaginé ça, ce CPTS 28 ou cet Institut Raphaël, c'est vraiment impressionnant, même sur comment c'est modélisé, comment c'est pensé, comment c'est structuré, un gros travail de coordination, de mise en lien. Et ça, c'est magnifique, c'est ce qui s'appelle faire du réseau, faire du lien. Et alors, ma question maintenant, c'est ce que je dis, c'est peut-être très récent, mais ma question, c'est est-ce que du coup, cet incroyable mélange de cocktails, quand on fait un jus de fruits ou de légumes, tout mélangé, est-ce que par exemple, le dogme pasteurien, le dogme de la médecine symptomatique va être bouleversé par justement ces croisements d'idées? Est-ce qu'en fait, cette culture des médecines autres, traditionnelle, ancestrale, en fait, millénaire parfois même, va-t-elle enfin peut-être polliniser la médecine moderne pour justement en faire une autre chose, encore une fois. Du coup, c'est peut-être que c'est à travers ces pratiques de terrain comme ça et ces réseaux que vont peut-être aussi évoluer des paradigmes de la santé, de la représentation du corps, le réductionnisme biologique, etc. Et on l'a bien vu justement dans la présentation de M. Toledano, je crois, vraiment avec un gros schéma, où d'ailleurs, à un moment, il va jusqu'à parler de l'urbanisme, de la pollution, et en fait, je me dis, est-ce que ces personnes aussi vont devenir comme une forme d'activisme sanitaire, c'est-à-dire que potentiellement, faire du réseau, pour moi aussi, c'est mobiliser une masse, c'est mobiliser une puissance agissante, et derrière, si on lit les soignants aujourd'hui, qui sont, on comprend, mais c'est déjà très longtemps, plus ils s'associent avec les patients. Et alors là, on a une force peut-être, une force de pression, enfin le terme d'influence, pas lobbying, parce que ça c'est le côté justement, non, c'est destructeur, mais vraiment une force donc il y a tout à gagner aussi à véritablement faire ce lien pour aussi que les causes de ces maladies soient éradiquées, parce que là on est bien sûr, là on est déjà arrivé, les personnes sont déjà malades, elles arrivent là, elles vont sortir, c'est magnifique, mais c'est vrai que derrière il faut retravailler sur la question, voilà, de l'alimentation, qu'est-ce qui est donné à manger, qu'est-ce qui est donné à vivre, qu'est-ce qui est donné à travailler, qu'est-ce qui est donné comme environnement. Et donc du coup c'est peut-être, vous êtes peut-être là les pionniers de quelque chose qui dans quelques dizaines, centaines d'années va faire un bouleversement de ce que c'est que la modernité, en fait, de façon anthropologique, voire même civilisationnelle. Donc peut-être là on assiste à quelque chose de fou, mais en tout cas félicitations à vous, c'est incroyable, c'est une belle découverte. Merci pour l'énergie et puis tous les liens qui ont été faits, c'est très, très agréable. Je pense que on est à nouveau des pionniers, comme il y a eu déjà des pionniers, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très cyclique dans tout ça. Tout ce que nous avons pu évoquer, ça existe déjà dans les racines et à différents moments de la médecine. Ça existe déjà dans les racines et à différents moments de la thérapie. Il y a un merveilleux livre que j'aime beaucoup citer, qui a été écrit par Jean-Yves Leloup sur les thérapeutes d'Alexandrie, et qui rappelle en fait déjà comment fonctionnaient les premiers thérapeutes de notre ère en Grèce. Ils étaient à la fois des médecins, ils étaient des thérapeutes, ils prenaient en compte le soin du corps, mais aussi le soin de l'esprit, ils prenaient en compte le souffle du patient, et ils se positionnaient, eux, d'être à être.
Donc vraiment un travail qui était un travail relationnel, de voir la personne dans sa globalité et d'être soi-même dans cet équilibre et cette globalité. Il y avait déjà de la prévention du côté des patients, c'est-à-dire effectivement tout ce que vous venez de dire, la façon de manger, la façon de dormir, la façon de vivre sa vie. Était aussi un levier de changement et quelque chose de très important. Et il disait aussi que pour eux-mêmes, par exemple, il cite un thérapeute d'Alexandrie prêtait même attention à le tissu qui touchait sa peau, comment le tissu touchait la peau, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il se réunissait. Et ce qui est intéressant quand on lit ce livre, c'est on s'aperçoit que finalement, les mêmes questions qu'on débat maintenant, elles étaient déjà débattues à ce moment-là. Comment faire avec les passions, de dire non, il faut faire que ça ou que ça, puis d'autres qui disaient non, il faut arriver à relier. On voit qu'il y a quelque chose qui est cyclique et cela porte régulièrement. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être quelque chose qui va nous permettre de mettre en place. Il faut être vigilant pour que ce soit mis en place de façon intelligente pour effectivement pouvoir en faire quelque chose de vraiment bien pour tout le monde. Et puis, si on regarde dans les médecines traditionnelles, qu'elles soient indiennes, chinoises, tibétaines, les médecines traditionnelles de nos campagnes, il y a déjà aussi des approches où on va être dans une idée de prévention, manger de telle façon, dormir de telle façon. On voit que là, on maille finalement aussi le meilleur des traditions et le meilleur de la science. Parce que c'est intéressant aussi, bien sûr, d'aller du côté de la science pour voir est-ce que c'est bon, c'était valable à une époque, est-ce que ça c'est encore bon maintenant, comment on évalue tout cela. Donc ça, je pense que c'est une démarche effectivement qui revient et qui revient d'une autre façon en se liant effectivement aussi à des questions environnementales, puisqu'on est en train de se poser des questions de façon beaucoup plus vaste et beaucoup plus globale actuellement. Et puis sur la question du business, bien sûr, c'est une question qui est incontournable, il faut se la poser. Alors, le business dans le soin existe déjà, il y a des laboratoires pharmaceutiques. Dans le domaine de la santé intégrative, bien sûr, qu'il peut y avoir aussi des tensions vers des aspects de business. Je pense que c'est important justement d'être à plusieurs groupes, de réfléchir pour que ça ne soit pas ces questions-là qui priment sur les choix, sur l'organisation, que ce soit pris en compte, parce que ne serait-ce que même dans la question qu'est-ce qui est efficace et qui va permettre aux patients de se sentir mieux et qu'est-ce qui permet aux patients de consommer moins de médicaments, d'avoir moins de consultations, c'est une question personnelle et une question aussi de groupe qui se pose. Et là, toute la réflexion finalement issue de ces domaines-là peuvent être intéressants à faire ressurgir. Mais je suis d'accord avec vous, si c'est ça qui est premier, c'est ni le patient, ni le soignant, ni l'usager, ni le soignant qui seront au centre. C'est d'autres considérations qui, de toute façon, ne ramènent pas au meilleur. Je ne pense pas que ce soit, si ça c'est premier, l'intention première compte. Si l'intention première est bien de connecter pour que ça fonctionne pour nous tous, ça me paraît juste. Si l'intention première est faire du business, on peut choisir d'autres voies pour faire du business. En tout cas, moi, je voudrais vous dire que je trouve ça extrêmement inspirant et que peut-être en donnant ces exemples, en montrant que ça existe, en le faisant savoir, des médecins qui, comme Martine, le pratiquent en secret, sans trop, en tout cas ce qu'elle faisait peut-être avant de le pratiquer sans trop le clamer, vont peut-être comprendre que c'est légitime, que c'est justifié, que c'est validé par la science, que c'est vraiment utile pour tous. Et donc, je pense que ça va se démocratiser et se répandre le plus largement possible, j'espère en tout cas. Donc, bravo. Merci pour ces retours. Bon, je crois qu'il est bien tard, qu'on a passé un moment extraordinaire, vraiment intéressant. J'envoyais un petit message, je me disais que la prochaine fois, c'est Thierry Long qui n'est pas là, Martine ensuite, peut-être Alain Principal sur la communication, il n'a pas encore répondu. Et puis, je pense que la présence de Sylvie Fortin à nos côtés a été extraordinaire parce que vous allez découvrir ce qu'elle fait au Canada et dans ses réseaux. Et donc, je vais lui demander, si vous, bien sûr, vous en êtes d'accord,
qu'elle intervienne bientôt pour le COSOCO sur un sujet qui lui tient à cœur et qui nous intéressera. Voilà. Alors, Isabelle, grand merci, c'est formidable. Nous, on se revoit d'ailleurs bientôt, je pense, à Neuchâtel, non? Oui, en juin, si on peut. Peut-être. Merci à tout le monde. Bonjour Hervé Andrès, que j'ai le plaisir de voir. Il y a des personnes que je vois que les prénoms. En tout cas, on reste en connexion. Et puis, à la prochaine fois. Grand merci. Merci à toi. Merci Alice. Et au revoir, merci beaucoup. Toutes ces questions. Merci. Ciao, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir Alice. Bon week-end. Bye. Bye.